Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et je suis ravi aujourd'hui, on est samedi, il est 10 heures du matin et j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir deux hommes qui sont chers à mon cœur et que j'admire particulièrement pour plein de raisons. D'abord pour leur humanité et puis aussi parce qu'ils ont plein de choses à partager. Aujourd'hui, on va parler de santé avec, s'il vous plaît, monsieur Olivier Neveu et le docteur Ilyes Barli. Salut les amis! Salut Stéphane. Bon, salut Elias. Salut Stéphane, salut Olivier, très ravi d'être parmi vous. Et oui, puisqu'on est dans conversation inspirante aujourd'hui, on va peut-être même appeler ça au fil de soi, je ne sais pas encore. Soit parce que Ça le serait. S pour Stéphane, le O pour Olivier, le I pour Ilyes. Ça tombe bien. Ça nous Ouais, bien rappelle vu. des souvenirs avec Odile, au cœur de soi. Tu te Tout à souviens, fait. Ilyes? Il y a quelques années, d'ailleurs, un coucou à Odile si elle nous suit. Un coucou à Odile, tout à fait. Et Voilà. d'ailleurs, Olivier a été choisi grâce à Ah, son grâce à son préfixe O, avec le O. encore de l'eau, D'accord. toujours de l'eau. Alors, les amis, aujourd'hui, effectivement, le thème, j'avais envie qu'on parle avec le docteur Barly et Olivier Neveu de santé globale, de santé holistique, de santé intégrative, euh, autour de la santé mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Et j'ai quand même avec nous, nous avons avec nous deux spécialistes, voilà, experts dans ce domaine de la santé de manière globale. Qui a envie de prendre la parole, les amis? Bah, vu Olivier. les mots que moi, non, moi, je dirais plus que les mots que tu as cités, je tendrais bien le bâton de parole à Elias, parce qu'on va pour parler de, voilà, ça lui permettre de présenter sa vision justement holistique et intégrative. Merci Olivier, merci Stéphane. Je me présente, donc docteur Ilyes Barli, médecin et chercheur indépendant. Je suis le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, mais je suis également l'auteur de l'approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée dans la prise en charge thérapeutique des patients et dans la prévention vers la bonne santé. Donc, tout ceci pour dire que la bonne santé est un art qui doit être régi par la personne elle-même, puisque toute personne est un citoyen conscient et quelque part, la responsabilité incombe à chacun de nous d'être en bonne santé, bien entendu, sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan physique, biologique, mental, spirituel, et même, c'est-à-dire dans le sens, ce qu'on appelle actuellement le biohacking, c'est-à-dire les parts de vie lors de la journée, par exemple la marche, l'activité sportive, la sieste, les variantes alimentaires, les variantes ludiques, même le temps alloué à chaque chose, au travail, à la famille, à soi-même. Et donc, vous voyez que ça dépasse le cadre médical, la bonne santé. D'ailleurs, moi, je dis, quand la santé vient entre les mains des médecins, c'est que quelque part, le système a échoué. Donc, pour permettre cette bonne santé, où le citoyen est le premier acteur vers la bonne santé, qui de mieux que Stéphane Robin et Olivier pour nous partager ceci. Alors, merci déjà de ta présentation. On va laisser Olivier Neveu se présenter et ensuite je vous poserai individuellement la question de c'est quoi la santé pour toi, Elias? C'est quoi la santé pour toi, Olivier? Mais d'abord, on va laisser Olivier se présenter. Vas-y, Olivier. Oui, donc Olivier Neveu, alors moi, voilà, c'est pareil, c'est un parcours dans le milieu du soin depuis 40 ans. Moi, je suis kinésithérapeute au départ de formation. Je me suis ensuite formé aux thérapies manuelles, thérapie énergétique. Puis je reviendrai peut-être sur ce déroulé-là ensuite pour justement prendre un peu plus conscience des différents niveaux de réalité qui sous-tendent l'être et le vivant. Ensuite, j'ai fait mémoire cellulaire. Ça a vraiment été une période très riche où j'ai croisé là des enseignements en physique, des enseignements venant de la tradition, venant de la biologie, des rencontres avec notamment Jacqueline Bousquet, qui était grande scientifique, docteur et sciences en biologie et physique. Et je me suis aussi intéressé à des choses comme l'alchimie, mais ramenée d'abord à l'échelle végétale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la spagyrie, mais qui est très enseignante sur bien des choses, mais je reviendrai peut-être là-dessus, peut-être plus en détail après. Merci, Olivier. Donc,
On va démarrer avec toi, Ilyes. Pour toi, la santé, c'est quoi? Alors, juste avant de te poser la question, je vais quand même lire ce que l'OMS nous dit depuis 1946 sur la définition euh, de la santé, c'est un des droits fondamentaux de tout être humain d'ailleurs. Un état, alors qu'est-ce que la santé pour l'OMS depuis 1946? C'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Bien, tout à fait. C'est au-delà de tout ceci. D'ailleurs, je dirais moi, c'est carrément croquer la vie à plein dents. C'est pouvoir aller en plénitude et aller dans toutes ce qu'on appelle les projections de la vie qu'une personne à laquelle peut prétendre toute personne, parce que quelque part, pour avoir cet élan, ce bien-être, cet état de sérénité et de quiétude pour pouvoir le réaliser, ben, il y a un équilibre d'abord biologique, il y a un équilibre à l'égard, par exemple, du rythme circadien, que ce soit le sommeil, le travail, les moments de repos, d'intimité, ce qu'on appelle la variante nutritionnelle, donc tous les apports, sans oublier l'hydratation et l'activité physique. Mais au-delà de tout ceci, c'est cette capacité à toute personne d'être impliquée dans sa propre vie et de vivre en aisance et aller parfois même au-delà du meilleur de ses propres rêves pour pouvoir réaliser des objectifs de vie dans la sérénité, la quiétude, tout simplement. Voilà mon point de vue un petit peu global à propos de la bonne santé. Olivier, qu'est-ce que tu pourrais donner comme ta définition, en tout cas, de la bonne Oui, ou santé, ma vision, plus ta qu'une vision, ouais. définition, parce que ces définitions, c'est un peu restrictif, tu vois, plutôt une vision, et je ramènerai ça plutôt très vite au vivant. Moi, très vite, je ramènerai ça au vivant. Déjà, s'apercevoir que nous venons du vivant, c'est à ne jamais l'oublier, nous venons du vivant, nous nous inscrivons dans le vivant, et que la vie ne demande qu'à s'exprimer. Et du coup, la santé pourrait être l'art de maintenir la vie et l'art d'être vigilant à lever les entraves de ce qui pourrait s'opposer à la vie, au vivant. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le vivant, eh ben, c'est peut-être de voir les quelques mots maîtres, il y en a plein, mais quelques-uns en tout cas, qui définissent le vivant et du coup, qu'on a à voir avec la santé, parce que si on les a en tête, on se dit, tiens, je vais me maintenir en bonne santé si je suis vigilant à nourrir ces principes du vivant. Et parmi les principes du vivant, bah, il y a déjà le mouvement. Et là, le mouvement, ça va se décliner de pas mal de façons. Yes a commencé à faire allusion à ça au niveau activité sportive, activité de marche. Et puis après, ça sera plus subtil. Même les émotions parlent de mouvement. Hein. Movere, ça veut dire mouvement. Il y a plein de façons ensuite de parler du mouvement, mais comment je prends soin du mouvement à toutes les échelles, en quelque sorte. Après, parmi les autres mots, bah, Ilias l'a aussi cité, c'est la notion d'équilibre. La notion d'équilibre qu'on va appeler notamment l'homéostasie en médecine. Et des homéostasies, il y en a à tous les niveaux. Il y a des homéostasies métaboliques, il y a des homéostasies émotionnelles, psychiques, on pourrait même dire informationnelles, bioélectroniques ou bioénergétiques. Il y a des homéostasies à tous les... Et ça, c'est précieux parce que l'autre maître mot qui va aller de pair avec ça, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que être en bonne santé, c'est comment à chaque instant je peux préserver mes équilibres. Et mes mains font ça, ou comme ça, l'équilibre, c'est pas ça. Ça, c'est la mort. L'équilibre, c'est comment j'assume les fluctuations de la vie. La vie est fluctuante, les physiciens nous le disent, hein, la vie est fluctuante, elle est impermanente, elle est rugueuse, elle n'est pas lisse et permanente, et c'est normal, c'est ainsi qu'elle se manifeste. Et donc, être en bonne santé, c'est comment je mets tout en œuvre pour conserver cette faculté de pouvoir m'adapter donc aux équilibres et aux déséquilibres. Donc, c'est l'homéostasie, c'est l'adaptabilité, c'est la résilience, c'est l'harmonie, c'est autant de maîtres mots qui qualifient le vivant. Donc, pour moi, déjà, si on est déjà inscrit, pour moi, dans cette posture-là, avec en plus cette petite voix intérieure, je dirais, moi je le dis souvent comme ça, qui invite à dire,
je suis le maître de cela. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité. Non seulement j'ai la responsabilité, et si je l'assume, cette responsabilité, j'ai tous les moyens me sont donnés pour préserver notamment ce vivant et la vie en moi. Oh, merci, ça commence déjà bien. Il y a quand même quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez parlé, alors Ilyes, de quiétude, d'harmonie, tu as parlé aussi d'équilibre, Olivier, tu as employé le mot cohérence, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais avant, alors ça, c'est votre vision de la santé, mais on pourrait se dire, d'où vient la santé? Est-ce que la santé, c'est pas un état de fait? C'est une question, hein, puisqu'il y a des maladies génétiques aussi, on peut en parler. Puisque si on parle de santé, c'est qu'à un moment donné, on peut parler de maladie. D'où vient la bonne santé? Et j'ai envie de dire, par extension, d'où vient la maladie? Est-ce que, Ilyes, tu pourrais nous donner ta vision sur d'où vient la bonne santé, d'où vient la maladie? Et je poserai la même Ben, question à Olivier. tout à fait. Je Ben, rebondis vient aussi, d'ailleurs. tout d'abord de l'intelligence biologique qui permet cet instinct de survie et cette perpétuation de l'espèce. Donc, déjà, quelque part, à l'instant même où une personne choisit de s'incarner et de choisir ses parents quelque part en étant l'âme dans un embryon ou dans un œuf fécondé. Donc, quelque part, ce fœtus et puis ce futur bébé, et enfin ce bébé qui va naître et qui va subir sa première disons, amputation en se séparant de son placenta, soit d'une manière lotus, donc sur une semaine permettant de laisser sécher ce cordon ombilical ou de manière brutale. Cet être vivant qui va être nourri par le regard des parents, le regard de la maman, mais sans oublier celui du papa, par la tétée combinée au regard, donc la tétée, cet allaitement maternel. Donc, tout un process qui va se mettre en place et qui permet ce cheminement vers une vie cohérente et tous ces éléments qui sont, par exemple, le regard lui-même, la respiration, l'air. D'ailleurs, le premier aliment, c'est l'air, hein, avant que ce soit de l'eau ou bien des aliments. C'est l'air, c'est respirer. Puis vient après le regard. Et enfin vient l'alimentation qui est un combiné d'allaitement et plus selon l'évolution avec l'âge. Et enfin, dans cette progression harmonieuse, ben, tous les éléments permettant à une personne d'être regardée permet à cette personne d'évoluer favorablement. Donc, je m'autorise à dire que être en bonne santé, c'est pouvoir d'abord regarder et être regardé et avoir, il faut savoir que la respiration même de l'enfant quand il va en préscolaire ou bien à l'école change d'une respiration abdominale à une respiration paradoxale par le regard de nouvelles autorités qui vont s'introduire dans sa vie. Donc, vous voyez que finalement, la bonne santé, c'est quelque part d'abord un regard sur soi-même et un regard avec les autres et tout le cheminement que va permettre cet échange. Et je pense que Olivier pourra rajouter dans cette thématique. Bah oui, évidemment. Déjà, Ilyes, je t'attendrais bien la perche quand tu parles beaucoup, là tu parles du regard. Est-ce qu'on pourrait parler à ce moment-là d'un principe Dieu? Dans le langage des oiseaux, T apostrophe YEX et Dieu, Ouais. le Dieu. Est-ce que... Tout à fait. D'ailleurs, on dit que
parce que Dieu nous regarde, qu'on existe. Et donc, Voilà. le regard divin permet cette énergie de vie qui permet à tout un chacun d'être et d'exister. C'est d'ailleurs une des étymologies de créer. Créer, c'est poser dans le voir. Tout à fait. Voilà, ça rejoint bien ça, qu'on est là bien sur un principe de création. Et là, bien sûr, quand Ilyes, tu parlais de l'enfant, de la première respiration, etc., est-ce que tu faisais allusion évidemment à la délivrance, au moment où l'enfant Tout à sort fait. et prend bien en connexion avec les éléments extérieurs du ventre de la maman. Mais il y a déjà des informations qui arrivent à cet enfant qui n'est pas encore né, qui vit dans un liquide et qui Tout à reçoit fait. de l'information sur le plan énergétique, j'ai envie de dire, avant même de pouvoir respirer ou de boire ou d'utiliser ces éléments-là. Donc il y a déjà cette première note d'information que Olivier cher aussi à Olivier. Et donc je te pose aussi la question, Olivier, d'où vient la santé et d'où vient Du la coup, maladie? je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire sur le mot information. Euh, pour arriver à l'information, si tu le permets, je vais juste reparler de mon cursus parce que c'est vraiment ça qui m'a fait évoluer dans la vision de la Bien réalité sûr. et l'appréhension de la santé, notamment auprès de mes patients. Encore une fois, moi, je suis kiné au départ de formation, donc ça m'a permis de regarder le corps d'un point de vue physique, structurel, comme un kiné, une vertèbre dite déplacée. Je la regardais comme un kiné et je l'appréhendais avec les outils qu'on me donnait à l'époque. Puis ensuite, j'étais formé à la thérapie manuelle. Donc là, ça m'a permis d'un seul coup de regarder cette lésion vertébrale de façon autre, plus subtile. Au départ, il y avait ce qu'on appelle la manipulation. Bon, ça reste encore des mouvements assez de grande amplitude, on va dire. Mais malgré tout, là, on s'oriente du mouvement majeur qu'on voit en kiné à des mouvements mineurs, des choses beaucoup plus subtiles en ostéo pour appréhender donc cette lésion vertébrale. Et là, je me suis dit, tiens, c'est drôle, pour une même réalité, là où en kiné, on me demandait de faire certaines choses, en ostéo, c'est une écoute plus subtile, voire sensorielle. Ensuite, on me dit, regarde les fascias juste à côté de la vertèbre, comment ils sont enroulés. Et là, effectivement, un enroulement va tirer la vertèbre et que si tu fais lâcher l'enroulement, la vertèbre revient. Tiens, alors là, du coup, on passe à nouveau sur un autre niveau de réalité qui est facial, sous forme d'enroulement. On sait aujourd'hui que la spirale, le cercle, la sphère, tout ça, ce sont des énergies voilà, primordiales. Et ensuite, on me dit, bah, maintenant, au niveau de l'enroulement, tu vas regarder ce qui se passe. Et là, c'est-à-dire d'un point de vue plus énergétique. Effectivement, c'est bien souvent des points énergétiques, des zones réflexes, bref. Et là, en faisant une correction d'ordre énergétique, donc là, d'un seul coup, invisible, je pouvais amener à la correction vertébrale. Bref, tout ça pour dire que pour une même réalité, c'est-à-dire une vertèbre déplacée, entre guillemets, mise en lésion, j'avais ma vision de kiné, ma vision d'ostéo, de fascia, on va dire, fasciothérapeute, et ensuite d'énergéticien, on peut dire. Donc déjà, ça permet de se dire, tiens, une même réalité peut être abordée à travers différents niveaux de réalité, et ça, c'était déjà très, très riche. Et j'avais en plus une petite voix qui, à chaque instant, me disait, mais il y a encore quelque chose à aller fouiller. Il y a encore quelque chose en amont qui amène à ces dérèglements, entre guillemets, à cette perte de santé, on pourrait dire, à l'altération de cette santé. J'avais cette question-là, je suis vraiment rentré dans mon laboratoire personnel, j'avais ma Petzel, que souvent je dis, sur le front, et j'ai vraiment cherché avec mes patients tout seul dans mon coin pendant des années, jusqu'au jour où je fais donc ces études en mémoire cellulaire. Et alors là, les pièces de puzzle se sont mises très rapidement en place parce que j'entendais des enseignements de physique, de tradition. Je crois à Jacqueline Bousquet et j'entends surtout deux choses qui viennent de la physique et de la tradition qui disent la même chose. La tradition nous dit toute chose n'a de raison d'être que par la qualité de relation qu'elle a avec son verbe créateur. Ah, je vous dis, tiens, donc là, il y a quelque chose en amont qui sous-tend la qualité de toute chose, me dit la tradition, et les physiciens disent la même chose. Les physiciens nous disent que l'intégrité d'un système matière-énergie tient à la qualité de relation, de connexion, pour faire très vite, à l'information première qui sous-tend ce binôme matière-énergie. Et là, donc, j'entends les deux mêmes choses, et surtout, j'entends que en amont, l'élément que je cherchais, en amont de l'énergie et de la structure, c'est l'information. Voilà le lien avec l'information, c'est l'information. Au sens information originelle ou information d'origine de toute chose. La source,
On va y mettre le mot qu'on veut. Est-ce que c'est le shampoing zéro? Est-ce que c'est le vide quantique? Est-ce que c'est l'akasha? Bon, c'est le principe qu'il faut retenir. Il y a une source qui nourrit notre incarnation, notre manifesté. Et là, donc, la question suivante était, ben donc, si je vois la santé s'altérer, je dois donc entrevoir, imaginer qu'il y a en amont une déconnexion à l'information qui sous-tend ce système-là. Ça va, ça, cette notion-là. Si on voit un système s'altérer, matière-énergie, ben, c'est qu'il perd en amont l'information première de ce qu'il a généré. Et là, je me suis mis en quête de me dire, ben alors, est-ce que dans le corps, il existe une voie vers cela? Et la rencontre est là primordiale avec Jacqueline Bousquet, parce que cette femme qui était très orientée vers cela me dit effectivement, pour elle, c'était aussi la juste quête. Elle me dit, si tu t'intéresses à cette quête informationnelle, il faudra t'intéresser à deux choses, à l'eau, donc ça c'est ma première rencontre avec l'eau, et aussi notamment à l'alchimie, parce qu'elle dit, la réintégration d'une information, c'est une mutation, ce n'est pas une transformation. Et là, il se trouve qu'à ce moment-là, je croise mon prof d'alchimie, qui sera mon prof d'alchimie depuis 30 ans, Tony Serron. Et là, je me mets en quête de cette voie alchimique humaine à travers la tradition, à travers la physique, la biologie, et notamment la tradition appuyée sur l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, l'arbre des séphirotes, et le caducée qui œuvre dans cette modélisation, le caducée étant pour moi la physiologie de reconnexion à l'information. Donc pour moi, la quête de bonne santé, si j'adhère à cette vision-là, c'est la quête de reconnexion à la source, de retour à l'origine, de retour à la source. Voilà. Et là, J'espère que j'ai on pas été revient. trop long. Non, on revient à ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire pour connecter consciemment ou inconsciemment avec cette information, encore faut-il que tout soit bien aligné peut-être, ou en harmonie, ou en équilibre. En tout cas, voilà. Ben, je ne sais pas si Elias, tu veux rajouter, je veux pas. Oui, ben, tout à fait, c'est très important. Un des premiers éléments de fréquence, d'ailleurs, de sonorité, si on peut l'appeler comme ça, c'est en nageant dans le liquide du amniotique. Hein. Voilà, le bébé lui-même reçoit les vibrations des paroles de la maman, de la musique qu'il écoute. Hein. Voilà, à ce qui paraît, moi, quand j'étais fœtus, j'avais écouté, hier j'avais 20 ans. Donc, voilà, c'est pour ça que j'étais en avance sur mon temps. Mais il faut savoir que ces fréquences, toutes ces fréquences ben, impactent l'enfant et finalement, avant même de naître, c'est-à-dire cet embryon, ce fœtus, ce nouveau-né ben, sera en harmonie avec son milieu. Et j'aimerais rajouter une dernière découverte ben, qu'on a publiée le 17 avril 2025 sur la revue MDPI à propos de l'étude sur la relation entre les cellules souches, les mitochondries et le cancer. On avait remarqué que, par exemple, quand il y a un organe en basse fréquence vibratoire, ben, il va développer à partir de ces cellules souches des cellules cancéreuses différenciées. Mais ce qu'on vient de remarquer et qui est vraiment une découverte pour moi scientifique capitale, c'est que quand un autre organe est en basse fréquence vibratoire, ben, ce même organe, c'est-à-dire cet autre organe, peut puiser dans l'information initiale du premier organe et développer à partir des cellules souches des cellules cancéreuses différenciées identiques au premier organe, ce qui va nous faire croire que c'est des métastases, alors que c'est un cancer original, donc originel, avec une mémoire ancienne. Donc, on voit bien que parfois, le trauma transgénérationnel, s'il n'est pas transformé par la personne en pleine conscience en un legs culturel contemporain, ben, ça peut faire basculer beaucoup de choses à travers les générations. Et au niveau des fréquences émotionnelles, ben, la personne peut également, entre ces différents organes, ben, faire basculer l'équilibre de santé au dépend de certains organes. Tout dépend de l'émotion.
Par exemple, c'est connu que la colère, c'est le foie qui est impacté, la tristesse, c'est les poumons. Donc, on voit que tout est équilibre. Et finalement, c'est ce déséquilibre, en quête d'équilibre, qui permet la vie quelque part. Parce que l'équilibre absolu, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, ben, c'est la mort. Donc, si on cherche à être en harmonie, donc on doit savoir préserver les fréquences. Ben, il y a les fréquences hautes, il y a les fréquences basses. Ben, les fréquences basses sont connues, la honte, la peur, la colère, la culpabilité. Les fréquences moyennes, acceptation et plus, c'est affinité. On a des fréquences presque hautes. Donc, c'est la joie qui doit être combinée à la paix et à la gratitude pour être préservée, pour ne pas retomber à tout moment vers la honte. Et enfin, de la gratitude aller vers l'amour et de l'amour vers l'illumination. Donc, vous voyez que tout est fréquence, mais que ce n'est pas stable. Et c'est pour ça que c'est très fluctuant. Voilà. Oui, c'est une quête d'équilibre, effectivement. Elias, tu parlais Tout à des fait. fréquences. Je tiens à préciser qu'il y a des fréquences basses qui sont très bonnes pour notre vie, pour notre santé. Tout à Mais là, fait. Toutes les on parle bien des fréquences, fréquences émotionnelles. voilà. Et donc, c'est important de faire. Énergétiques. Pour les organes, c'est les Énergétique. fréquences énergétiques vibratoires. Voilà. OK. Et justement, enfin, il y a des portes qui s'ouvrent qui sont magnifiques, là. J'ai envie de parler de tout, d'épigénétique, etc. Mais j'ai envie de parler de Dr Hammer, là, parce que c'est ça qui me vient. Et lui, il parlait, pour certaines problématiques qu'on nomme maladies, lui, il appelait ça un processus de réparation. D'ailleurs, je pense que Iliest a été très influencé aussi par le docteur Hammer, notamment les recherches qu'il a fait au niveau du cancer, et tu vas pouvoir nous en parler. Et comment on peut, à quel moment on peut se dire, OK, la maladie que j'ai actuellement, que l'on nomme maladie, ou mon déséquilibre, participe à une réparation. Et de prendre conscience d'où peut provenir cette réparation peut enclencher un processus de guérison. En tout cas, de bonne santé. Est-ce que, Elias, tu peux nous peut-être, et Oui, Olivier aussi, oui, rebondir là sur cette. Ouais. tout à fait. On ouvre une page là. Vas-y. Ouais. Ben, docteur Gierdrich Hammer, qui est l'auteur de la médecine nouvelle germanique, et dont j'ai eu les lettres de noblesse grâce à docteur Thérèse von Schwarzenberg, qui est une princesse d'Autriche et médecin, et qui a partagé beaucoup d'enseignements. Et ce qui m'a bien entendu intrigué, c'est que on a pu constater que la maladie survient suite à un choc conflictuel imprévu vécu dans la solitude euh, sur un terrain de borderline ou burn-out ou bien un terrain de déséquilibre biologique. Et ce choc conflictuel imprévu vécu dans la solitude va générer, sur 7 à 9 mois, comme une grossesse, ben, va aboutir à une maladie. Et finalement, la maladie, si elle est considérée comme un enseignement de vie, ben, une réparation peut s'installer. Pourquoi? Parce que la maladie en elle-même, je la définis comme étant, c'est-à-dire la conversion de la vie d'une personne qui n'a pas vécu sa vie comme il le désirait quand il était en bonne santé. Donc, cette conversion vers la maladie permet quelque part d'aller vers cette réparation. Comment? En se désistant de son burn-out, qui est finalement l'écartèlement entre le soi authentique et le moi social. Donc, chercher cette perfection, ce que dira-t-on parfait, comme il n'est pas possible de l'atteindre. Donc, le fait de ne pas être dans cette rigueur de perfection permet de revenir vers l'équilibre. Et également, la personne de faire ce qu'elle ressent comme vrai et non pas ce qu'elle sait comme vrai. Parce que ce qu'on ressent vient du cœur, vient du côté également reptilien et limbique, mais ce qu'on sait comme vrai, c'est plutôt tout l'enseignement de la société et finalement, c'est le côté cortex, mais qui n'est pas, qui doit être pris en considération, ça c'est sûr.
par rapport aux réglementations, par rapport aux lois. Mais à l'égard de nous-mêmes, donner la place au sixième sens, qui est le pouvoir du cœur, et le septième sens, qui est le pouvoir de l'introspection, pour moduler toutes les choses de la vie et pour rester en équilibre. Merci Elias. Olivier, décodage biologique, l'influence des émotions, des prises de conscience sur le rééquilibre, est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être revenir juste sur ce que tu disais d'Hammer, Oui. que la maladie, elle offre l'opportunité de se réparer. La maladie en tant que telle, pour moi, n'est pas la réparation, sinon tous les malades finiraient bien autrement. Par contre, la maladie est vraiment cette opportunité qui nous est donnée, c'est matière à œuvrer. C'est vraiment une opportunité qui nous est donnée de nous révéler, comme dit Ilyes, là je ne vais pas reprendre tous les propos que vient de dire Ilyes, mais c'est comme si c'était un peu un appel d'âme. C'est comme si l'âme disait, voilà. C'est vraiment, tu t'as parlé de conversion, tu as parlé d'invitation à l'introspection. Ben voilà, après, c'est pour moi, ça c'est majeur. C'est-à-dire que la maladie est l'opportunité qui nous est donnée d'introspecter, de faire un retour vers soi. Et à partir du moment où on est dans cette vigilance et qu'on est dans cette action de saisir, moi je dis toujours, de saisir cette actualité qu'est la maladie pour la retourner et en faire une voie introspective, là on se donne effectivement tous les moyens à la fois de se réparer et de se révéler. La voie de guérison est une voie de révélation. En alchimie, c'est vraiment ce qu'on dit, la voie de guérison est une voie de révélation. Pourquoi? Parce que là, d'un seul coup, on va restaurer la connexion à l'information manquante qui s'est actualisée par la maladie. La maladie est l'actualisation de la déconnexion. La déconnexion à soi. L'âme qui, d'un seul coup, perd pied. Et là, grâce à cette actualité, je retourne, je génère tout ce qu'il faut, tout ce qu'a évoqué Elias, et puis moi, ça passe effectivement par l'éveil de la voie alchimique dans le corps pour aller reconnecter. Et là, effectivement, la maladie devient la plus belle opportunité qui nous est donnée. Ensuite, si je peux juste compléter, culturellement, moi, je suis vraiment pour faire passer le message qu'il n'y a même pas besoin d'attendre la maladie pour entrer dans cette quête de connexion à soi. Et là, si pour moi, culturellement, c'était vraiment institué, en quelque sorte, cette vision-là du vivant, de la santé et le rapport à la maladie, on serait bien plus préventif. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on prendrait l'initiative de reconnecter avant que la déconnexion s'actualise sous forme de maladie. Bon, voilà, c'était juste pour faire le lien avec ça. Et après, ta question, ça touchait, tu m'as dit, au décodage. Oui, alors après, le décodage va nous aider dans cette quête introspective. Le décodage va vraiment nous donner voilà, des portes d'entrée, des matières à œuvrer, comme je dis souvent, hein, pour aller chercher les différentes mémoires qu'il nous faut résoudre pour éteindre, en quelque sorte, l'abcès qui s'est actualisé sous forme de maladie. De mémoire et de mémoire émotionnelle, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on peut activer une mémoire, on peut aussi activer un champ émotionnel, souvent inconscient, qui vont alerter. Alors, tu disais tout à l'heure que ça peut être un processus de réparation, où tu me disais, non, ça ne peut pas être un processus de réparation, sinon ça ne se finirait pas comme ça. Et en même temps, tu as dit, ça dépend de la manière dont la personne prend la maladie et la voie introspective. Donc, si tu te dis, OK, voilà. On me dit, je suis malade, il me reste 6 mois, et pourtant tu vis 40 ans, ça veut dire que tu n'as pas donné, tu t'es pas abandonné à cette idée en disant, il me reste 6 mois. Non, j'ai vécu 40 ans, il s'est bien passé quelque chose. Donc en prenant la maladie, en se disant, OK, je suis en capacité de réparer quelque chose, finalement, je peux changer le diagnostic. Et il y a énormément... Le pronostic, excuse-moi. Absolument. Non, et là, je reviens un petit peu sur Elias, parce qu'avec sa thérapie hybride, ivermectine et fenbendazole, on voit bien que, et ça, je me souviens qu'Elias, déjà depuis 2021, on faisait des émissions ensemble, nous le disait déjà, quelle attitude tu as face à ce qu'on vient te donner comme diagnostic et comme pronostic, ton attitude émotionnelle, ton état d'esprit par rapport à ça, et qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ça suffit déjà? Et qu'est-ce que tu peux utiliser de manière holistique? Pour peut-être, comme tu le disais Olivier, ne pas tomber là-dedans, c'est-à-dire, OK, comment je peux être en préventif?
j'ai pas besoin d'attendre l'urgence, j'ai pas besoin d'attendre la maladie pour cela, mais auquel cas elle est là, qu'est-ce que je peux faire et quelle est la meilleure solution? Est-ce elle doit être adaptée à chacun ou est-ce qu'il y a quelque chose de global qu'on peut partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui, Ilyes? Ben, tout à fait, bien dit et bien présenté. J'aimerais dire que l'être humain, c'est ce microcosme dans le macrocosme. Et à l'intérieur de cet être humain, qu'on peut considérer comme un macrocosme, il y a tout un microcosme. Alors, et il faut savoir que dans la quête de prise de conscience, on n'est pas obligé, comme a dit Olivier, d'attendre d'être malade, mais quelque part, même la personne qui est malade n'est pas éventuellement une personne qui a pris confiance parce que elle peut tirer profit quelque part sur le plan familial, sociétal ou professionnel à l'égard de la maladie. Ce qui est important, c'est de savoir. Et à l'instant où on sait et ce n'est plus jamais comme avant. Donc, pouvoir aller à un point d'inflexion dans sa propre vie, c'est ça ce qui permet à une personne de basculer vers la bonne santé, d'aller vers un cheminement vers la bonne santé. Et souvent, la première des choses à laquelle on invite tout un chacun, c'est de prendre cette décision instantanée et inébranlable de cheminement vers la bonne santé. Deux, c'est de se pardonner soi-même, d'avoir donné de l'importance à des situations qui ne le méritent pas, ou bien même à l'égard du feedback de certaines personnes. Et donc, finalement, l'unique responsable, c'est la personne elle-même. Et Wow. quelque part, un événement est un événement. Et c'est l'expérience qu'on donne, le ressenti à l'égard de l'expérience qui en fait une expérience positive ou négative, alors que tout événement reste un événement. Et donc, dans cette dynamique de l'émotionnel du macrocosme, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a un microcosme et qui est constitué, par exemple, du microbiote. Donc, c'est des bactéries qui elles-mêmes permettent de booster l'immunité et donc tout ce qui est parfois ce qu'on rejette alors que c'est du bon, hein, par exemple le moisi, alors que les meilleurs fromages bleus, c'est du moisi. Et c'est du bon, c'est du beau, mais si on sait l'apprécier, et c'est lui qui va nourrir. Alors qu'un inhibiteur de la pompe à protons, pour des douleurs gastriques, qui pourra régler temporairement ce problème, peut générer une porosité intestinale qui va générer elle-même un empoisonnement et une constipation, voire fécalent. Donc vous voyez que tout est équilibre. Et par exemple, un des éléments qu'on a partagé lors du protocole hybride orthomoléculaire, c'est d'attirer l'attention qu'il y a une population au niveau intestinal, au-delà des bactéries, il y a les parasites. Et il faut savoir qu'à une époque, même moi quand j'étais enfant, nos médecins de famille donnaient des traitements antiparasitaires. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a eu des négligences qui ont donné un retard par rapport à certains acquis. Je me souviens que 2 fois par an, quand j'étais enfant, on recevait le traitement antiparasitaire, alors que maintenant, qui le fait? Et donc, finalement, il a été retrouvé que, au-delà de la parasitose du gros intestin qu'on peut retrouver dans les selles par visu ou bien par coproparasitologie des selles, mais il y a d'autres parasitoses qui sont au niveau de l'intestin grêle, eux-mêmes qui vont nourrir quelque part la maladie, mais eux-mêmes qui vont affaiblir l'immunité. Donc, vous voyez, ce cercle vicieux, s'il n'est pas pris en charge, entraîne un déséquilibre important. Et c'est pour ça que équilibrer un microbiote, faire un traitement antiparasitaire, qu'il soit par l'ivermectine ou bien le fembendazole ou le mebendazole ou bien même le flubendazole ou bien d'autres, ou bien maintenant il y a même le DON. Mais au-delà de ce que peut apporter ces traitements antiparasitaires,
il a été remarqué que le traitement, la base du traitement antiparasitaire était de démanteler les apports en glutamine et en glucose des parasites. Finalement, les cellules cancéreuses ont le même mode alimentaire, si on veut, que les parasites. Donc, finalement, au-delà de la présence ou pas de parasites, ben, c'est le mécanisme lui-même qui va permettre, ben, quelque part, d'éradiquer et les cellules cancéreuses et les parasites. Donc, vous voyez que parfois, le génie thérapeutique peut aller vers une simplicité. Par exemple, je vous donne un autre exemple. À une époque, le bleu de méthylène était donné pour les infections urinaires. Nous, à une époque, d'ailleurs, le produit n'existe plus, c'est pour ça que je vais le citer. Il y avait ce qu'on appelle le Mictazole. Ça permet d'avoir des urines bleues. C'était des comprimés bleus, ben, riches en bleu de méthylène. Et ça permet d'éliminer et les microcalculs, donc les calculs inférieurs à 4 et même millimètres, hein, et même plus. Hein. On est arrivé même à éliminer, sur la littérature, jusqu'à 8 millimètres. Et en même temps, c'est antiseptique. Ben, on ne l'utilise plus. Donc, on s'éloigne des choses simples, on va vers des molécules plus complexes. Et je pense que le génie de l'innovation thérapeutique, c'est de revenir à des éléments simples dans la quête vers la bonne santé. On vient de le citer, équilibrer le microbiote, nourrir donc le microbiote, les bactéries bénéfiques pour l'intestin, faire le traitement antiparasitaire, équilibrer le pH sanguin, c'est capital. D'ailleurs, le prix Nobel de Otto Warburg était que nulle maladie, y compris le cancer, ne peut s'installer en dehors d'un terrain acide. Donc, il est important d'aller vers un pH neutre ou mieux vers une certaine alcalinité. Et à notre époque, l'alcalinité est vraiment un rêve que nul ne peut réellement atteindre vu tous les pesticides présents. Il faut savoir que lors de la conférence qu'on a fait à Rerdaya le 2 mai sur la fertilité, il a été présenté par un gynécologue français qu'on a retrouvé des pesticides dans le méconium d'un nouveau-né. Donc, vous voyez que finalement, l'empoisonnement par les pesticides est vraiment très avancé. Il faut savoir que, par exemple, le glyphosate, qui est un pesticide, va vers les mêmes récepteurs que ceux de la vitamine D au niveau des noyaux cellulaires. Et c'est pour ça qu'il y a cette fragilité. Donc, quelque part, faire la détoxication à l'égard des métaux lourds, à l'égard des pesticides, à l'égard des rayonnements électromagnétiques, assurer une supplémentation adaptée selon les déficits à l'égard des vitamines, des acides aminés, des oligoéléments et des coenzymes. Mais sans oublier, par exemple, les nouvelles recommandations pour l'activité physique, 45 minutes à 75 minutes par jour de marche, vélo, jogging ou autre. Et également le jeûne. Donc, il faut savoir que les études de Longo faites en 2019, en 2019-2020 ont permis de prouver que 5 jours de jeûne intermittent permettent une transformation dans les télomères carrément. Donc, d'améliorer la qualité génétique. Et donc, finalement, la génétique peut être améliorée avec des simples process. Sans parler, sans oublier d'une alimentation où on doit lever l'inflammation en évitant les produits OGM. Je vais citer la farine blanche raffinée, par exemple, la farine de maïs, également la farine de lait de vache, parce que les vaches consomment le blé OGM et le maïs OGM, sans oublier la problématique du sucre blanc raffiné. Également, l'éventualité d'un régime cétogène riche en protéines et en acides aminés, qu'elles soient d'ordre animal ou bien végétal. Et enfin, insister sur une hydratation équilibrée et enfin, permettre une oxygénation intelligente. Ça veut dire quoi? C'est de pouvoir aller en haute altitude, en baisse, en niveau bas d'oxygène pour développer une cage thoracique où l'azote est plutôt élevé et l'oxygène est bas. Donc, vous voyez que finalement, c'est un tout, mais c'est tellement simple que tout un chacun
tout citoyen pourra dire « j'aurais pu y penser moi-même ». Et donc, dans ce sens, ben, on l'a mis sous forme de protocole hybride orthomoléculaire ben, au service de l'humanité et qui a été publié ben, le 19 septembre 2024 et dont je suis l'auteur principal. Donc, ravi d'avoir partagé et d'avoir participé par ce protocole, ben, d'amener vers un cheminement vers la bonne santé au-delà de la maladie qui peut être en cause. Voilà. Merci, Ilyes. On en reparlera d'ailleurs. Pardon. Ouais, je disais, on en reparlera effectivement de sa thérapie hybride. Je pense qu'on fera une émission là-dessus. Oui, vas-y, Olivier. Non, je disais, ça pouvait donner aussi l'occasion à Ilyes de préciser que la médecine orthomoléculaire, dont il est vraiment le représentant mondial aujourd'hui, c'est vraiment la médecine qui s'adresse aux éléments présents dans l'organisme. Peut-être le préciser, ça. Voilà. D'ailleurs, le terme ortho veut dire correct, juste, droit. Et donc, la médecine orthomoléculaire, la thérapie orthomoléculaire, c'est la thérapie qui utilise les molécules existantes dans l'organisme, donc que ce soit vitamines, acides aminés, oligoéléments, coenzymes, hydrogène, azote ou autres, hein, même l'hydrocortisone, elle est synthétisée par les surrénales. Donc, tout ce qui existe dans l'organisme ou est synthétisé par l'organisme ben, fait partie de la médecine orthomoléculaire. Et depuis le 1er juin 2023, ben, je suis le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, donc qui a eu lieu à Sao Paulo au Brésil et dont le siège est à Toronto, au Canada. Mais ma présidence a été pour ouvrir l'orthomoléculaire aux autres thérapies. Parmi elles, ben, cette vision holistique, cette vision, par exemple, ben, du jeûne, de l'hydratation, de l'alimentation consciente, de tous ces éléments, ben, au-delà de l'émotionnel, toutes les libérations émotionnelles, également tout ce qui est existentiel, voire transgénérationnel. Et donc, vous voyez que c'est vraiment permettre cette vision globale pour faire fédérer tous les acteurs vers la bonne santé à cette dynamique qui est de l'ordre, personnellement, je considère, de l'ordre du citoyen conscient. Et quelque part, l'humanité doit être dans cette dynamique, doit prendre ses responsabilités pour permettre à tout un chacun d'être en harmonie avec soi-même. Merci, Ilyes. Je rebondis simplement par le fait que tu as démarré cet exposé par un choix inébranlable. Donc, ça veut dire une décision, ça veut dire un changement, ça veut dire un passage ouvert, en tout cas une porte ouverte vers une alchimie. Et ensuite, bah, évidemment, d'utiliser tous les moyens holistiques, globaux, qui sont à notre disposition. Mais j'avais envie de revenir, et Olivier, j'aimerais que tu nous en dises, hein, parce que finalement, quand on fait un choix, quand tu as parlé de sensations, de ressentis, on bascule vers la foi, vers la croyance, en tout cas, vers quelque chose qui fait que, OK, tout peut changer. J'ai cette capacité, je suis créateur de ma vie aussi, et j'ai cette capacité de tout changer. Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui. Alors, comme tu dis, ça touche à la fois. Cette décision, ce choix dont parle Ilyes, pour moi, c'est vraiment l'initiation. Cette initiative que je peux prendre là à chaque instant, dans initiative, d'où d'ailleurs l'importance des rites initiatiques dans nos traditions, qu'on a perdu malheureusement, mais c'était pour justement préserver dans l'humain ce feu, parce que initiative, c'est inice. Pour moi, voilà, la quête de vie, c'est une quête de feu. Et là, voilà, on en parle avec même Morisot dans la philosophie du bouquin derrière, raviver les braises du vivant. Mais bon, en tout cas, ça touche vraiment à cette notion d'initiation. Et ça, on en a déjà parlé, hein, Stéphane, c'est même culturel de ramener ça auprès des enfants, de leur faire garder cette initiation, cette capacité de choix là, dans l'instant, prenant appui sur une actualité pour initier quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, effectivement, cette quête, surtout quand on la considère à travers tous ces niveaux de réalité qu'a évoqué Ilyes, mais aussi quand on prend matière, énergie, information, on sent qu'on va rentrer dans une aventure qui échappe. C'est-à-dire qu'au départ, ce passage, c'est un pas. Au départ, on pourrait dire qu'il est pas sage, mais si, il est sage en fait. Mais ce passage, il nous échappe quelque part. Il échappe au mental. D'où l'importance de la foi. C'est-à-dire qu'on sent, la foi, c'est adhérer. On sent qu'on adhère là tout de suite
dans l'instant, à quelque chose qui, effectivement, va me dépasser, va me traverser, mais va me réparer, va me guérir et va me révéler. Je parle plus de foi que de croyance. Je fais la différence. Pourquoi? Parce que la croyance, pour moi, c'est quelque chose qui fait suite à l'expérience. C'est-à-dire, c'est parce que je l'ai expérimenté que je peux y croire. Je ne m'amuse pas à croire à quelque chose parce que quelque chose, quelqu'un me le dit, point, j'y crois. Non, je veux d'abord en faire l'expérience et après, éventuellement, je vais y croire. Et bien là, en fait, dans le processus alchimique, il y a cette étape-là. C'est d'abord une étape d'adhésion, donc de foi, où on reçoit la grâce. Il y a des forces qui nous viennent d'en haut, on pourrait dire, et qui vont nous aider à initier ce chemin de guérison. Et ensuite, chemin faisant, tiens, je vais commencer à y croire. Ouais, et là, ça va devenir ma croyance, ma certitude, mais au sens ceindre les reins, c'est-à-dire que j'en fais l'expérience. Donc, je sais de quoi je parle et je peux en parler pour y croire. Quand je pensais à croyance, c'est vrai que tu as bien fait de faire la distinction, elle existe. Et en même temps, enfant de 0 à 12 ans, principalement de 0 à 7 ans, ce qu'on appelle la transhypnagogique, l'enfant, lui, qui est en mode delta et en onde cérébrale θ, donc qui est en train de construire son subconscient, finalement, construit ses croyances avec, un, le transgénérationnel, et deux, son environnement épigénétique. Et du coup, peut-être que c'est quelque chose dont on peut parler aussi, c'est qu'on peut, allez, je donne un exemple comme ça. Je peux décider, allez, allez, je deviens prof de yoga, je vais vivre dans un environnement merveilleux à Bali, je suis vegan, je fais du sport tous les jours, etc. Et pour autant, je déclenche un cancer. Et pour autant, je n'ai pas résolu une émotion, quelque chose qui a fait que. Pourquoi? Donc, c'est bien que l'épigénétique, en tout cas, on va parler plutôt de tout cet aspect émotionnel dont on parlait un peu tout à l'heure, et qui est presque sous-jacent, enfin qui est là et sans même que tu le saches. Des fois, c'est complètement inconscient, donc ça vient révéler à ta conscience en espérant que ça puisse modifier le pronostic, entre guillemets. Mais il y a bien aussi ce côté que mon environnement influence la qualité de mes protéines, la qualité de mon ADN même. Donc au niveau cellulaire, intracellulaire. C'est clair. Ça, du coup, c'est vraiment le gros apport de l'épigénétique, hein, et qui a cassé un mythe, entre guillemets, et fallait y en passer par là, où on nous faisait croire que tout venait de l'ADN, du génome, et c'était immuable, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on était estampillé, poum, avec un ADN fait comme ça, et c'est terminé, bonne nuit, bonsoir, voilà votre trajet. Là, aujourd'hui, on sait, avec l'épigénétique, qu'il y a cette plasticité et qui est propre au vivant. Et tant mieux, c'est heureusement qu'on a cette liberté-là. Ça demande du temps, des fois, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Et du coup, de l'importance, effectivement, de notre rapport à nos environnements, de l'importance des adultes auprès des enfants, qu'ils soient parents ou éducateurs, ou de préserver l'environnement et de prendre soin de cet environnement parce qu'on sait qu'il nourrit le vivant. Et ça, aujourd'hui, on devrait revenir à ça. On l'a perdu grandement. On a vraiment perdu ce rapport, moi, ce que j'appelle aux lois ontologiques, c'est-à-dire aux lois qui font le vivant. Et ça devrait se réinscrire fortement dans toutes les strates sociales pour qu'on aide notamment nos enfants à préserver effectivement ce capital. Et tout à fait, au-delà de l'environnement, c'est également le regard de la personne elle-même sur l'environnement, c'est-à-dire sur toutes les relations avec l'environnement. Donc, cette, cette charge émotionnelle qu'une personne va développer, qu'elle peut être positive ou négative, dépend de son regard. Donc, quelque part, bon, on va donner un exemple classique. S'il considère la jalousie et les coups bas comme des choses blessantes, ben, ça sera blessant. Mais s'il considère que quelque part, c'est un tableau d'honneur à l'égard de sa propre réussite et que la jalousie en elle-même et les coups bas sont, c'est-à-dire des éléments de la nature humaine où, ben, selon le principe de Peter, quand une personne ne peut pas s'élever à votre fréquence vibratoire émotionnelle, elle essayera de vous rabaisser. Et donc, si vous êtes en gratitude à l'égard du fait ben, de recevoir tous ces événements, si on veut, ces réactions qui ne dépendent pas de vous et que vous n'avez pas quelque part
à être dans une dynamique de ping-pong ou de tennis, match de tennis. Donc, disons, un coup bas, c'est Ace 15.0. Non. Vous pouvez être spectateur et sourire et être en gratitude, et plus encore en paix, en amour, et illuminé. Donc, vous voyez que finalement, l'environnement, certes, le transgénérationnel, certes, mais surtout le regard de la personne qu'elle a à l'égard d'elle-même et à l'égard de son environnement. Ah ouais, est-ce que Ouais. c'est pas aussi l'environnement, on parlait des croyances tout à l'heure, Olivier, euh, qui font que parfois tu vas porter sur toi un regard qui va altérer elle-même tes cellules? Est-ce que c'est pas finalement un retour à l'origine de la manière dont on se comportait enfant, dont on peut être en quête? Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Oui, certainement, ouais, ouais, ça peut passer par là. En tout cas, c'est vraiment au même titre que Ilyes parle du regard et sur soi et sur l'environnement. Moi, je dirais même le regard sur l'actualité qu'on traverse. Moi, une des phrases maîtresses, c'est mes actualités ne font qu'actualiser mon intériorité. Et du coup, ça dédramatise tout de suite l'actualité concernée. C'est comme si ça me permettait de m'en extraire et au contraire, d'en faire un point d'appui pour bosser. Donc là, je porte vraiment un certain regard qui va devenir un regard, un retournement, ce que j'ai appelé un retournement, une conversion, une métanoïa. Dans la tradition, on parle de ça de mille et une façons. Mais en tout cas, c'est vraiment cette façon de regarder et de considérer l'actualité comme étant l'actualisation de mon intériorité. Et là, du coup, ça stoppe assez vite. En tout cas, ça m'aide à tempérer parfois l'intensité de l'actualité où je peux être sacrément brassé, sacrément touché, sacrément blessé. Voilà. À partir du moment où, un moment, pas forcément tout de suite, mais ça peut demander un petit peu, mais que je reconsidère cette actualité comme étant qu'une partie de moi-même qui vient de s'actualiser. Et là, j'ai l'opportunité majeure de guérir cette déconnexion à l'information qui vient de s'actualiser via cette actualité. Après, le travail peut me renvoyer à ce que tu disais, moi, enfant. Après, il y a tout un travail, il y a des résonances qui vont se faire. Là, c'est tout le travail introspectif, c'est tout l'accompagnement qui va avec cette vision-là, cette appréhension-là de la vie, de nos actualités, pour en faire, encore une fois, une voie de révélation. On est presque en train de parler de l'effet de l'observateur, finalement, Ouais, de ouais. s'observer soi en soi et Mmh. observer le monde. Et en fait, tout ça est intriqué. Voilà. Et on a presque bouclé la boucle avec au départ la notion de regard, où ça n'est qu'un principe Dieu. C'est-à-dire que, voilà, quel est le regard et vraiment quelle est cette posture que je vais prendre. Parce que ça, c'est majeur. Et du coup, c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité. C'est moi, avec cette actualité. Et ça, pour moi, c'est pareil, si culturellement on pouvait le transmettre, notamment aux jeunes, ça, voilà, je pense que ça Ouais. serait aidant. Du coup, ça m'emmène à quelque chose qui me tient à cœur, pour le coup. C'est que vous Ouais. parliez du regard, le regard de Dieu, le regard de l'œil, des yeux. Et en Lakota, il y a un mot pour ça, on l'appelle Shante Ishta. Et Shante Ishta, en fait, c'est l'œil unique du cœur. Et dans cette quête d'alignement où notre société, nos sociétés modernes, nos sociétés occidentales, ont misé d'une certaine manière depuis des centaines d'années sur le mental, on en oublie que le principal cerveau, il est au cœur de notre poitrine et que la première cohérence, peut-être le premier équilibre, c'est de faciliter, de mettre en cohérence, de mettre en équilibre, en harmonie, cette conversation constante entre les informations subtiles, les informations moins subtiles, même très cohérentes, très tangibles, du cœur vers le cerveau, vers le corps, et qui va permettre de d'entrer un peu plus en harmonie avec soi-même et donc avec le monde qui nous entoure. Est-ce que c'est pas une clé, ça, fondamentale pour une santé globale? Ouais, ça fait partie. Yes, Oui, oui, ben, tout à fait. Les 43 000 cardioneurones, hein, sont là pour nous permettre de gérer et de régir les instants de vie de 3 secondes. Parce qu'il faut savoir que euh, l'appel du cœur, l'intelligence émotionnelle, celle de faire la bonne action au bon moment, au bon endroit et avec le bon partenaire, nécessite moins de 3 secondes.
Donc, si on prend en considération cet élément, ça devient l'instant présent, 3 secondes. Et donc, finalement, une information intéressante, 1 minute, c'est 20 décisions de vie qui peut changer même le cours de l'humanité, 20 décisions. Et vous voyez que finalement, on peut aller dans le microcosme du temps, c'est-à-dire 3 secondes pour prendre une décision, au macrocosme dans les cycles de vie. Par exemple, le cycle dans un couple, c'est 13 ans pour récupérer sa propre personnalité, 6 ans et demi pour l'offrir, 13 ans pour la récupérer. Sur le plan individuel, une personne devient majeure à 6 ans et demi, on l'autorise à aller à l'école. Il devient mature à 13 ans, devient sage, puis rentre en adolescence et il va acquérir une maturité administrative à 19 ans et demi qui va lui permettre de voyager, d'avoir un passeport sans autorisation paternelle, d'avoir ou parentale, d'avoir un permis de conduire pour conduire un véhicule. Et puis, il va arriver à la maturité de 26 ans. Mais quelque part, a-t-il tout libéré? Si on rajoute 13 autres années, on aura 39 ans, donc la crise de la quarantaine, voire la crise de la quatre-vingtaine, la crise des 120 ans, donc 78 et bien plus. Donc vous voyez que l'être humain est dans un cycle. Et parfois, quand vous avez un projet de société pour le faire aboutir, le cycle court à l'égard de la société, c'est 11 ans. Par exemple, dans mon action en tant que président d'une société savante nationale, c'était 11 ans. À la 12e année, je suis devenu président d'une société savante internationale. Et dans ma démarche, faire progresser cette vision, je me suis donné le temps de 11 années. Mais pour changer une société, c'est 33 ans. Donc vous voyez que, et pour être dans la case de départ, parce que souvent, on passe au-delà des leçons de l'histoire et on revient à la case de départ, c'est tous les 99 ans. Donc vous voyez que parfois, dans ces cycles de vie, on a les fameux 3 secondes pour décider. 11 secondes, c'est le temps nécessaire pour se présenter après avoir permis à la personne de visualiser le morphotype, c'est-à-dire une personne qui se présente directement, le vis-à-vis risque de l'oublier. Mais si elle échange, elle donne par exemple motivation, puis échange à propos de la rencontre, puis donne son prénom et nom à la 11e seconde, ce partage sera mémorisé pratiquement à vie. Et parfois, on a besoin juste de 21 secondes, d'un regard silencieux, avec la question que va devenir notre relation, pour créer une entité du couple. Donc vous voyez, 21 secondes de regard avec silence, suivi de la question qui crée ce point d'inflexion, ou bien avec votre enfant, avec votre adolescent. Quand il y a quand même des moments où l'adolescent ne vous comprend pas, vous ne le comprenez pas, ou bien même votre enfant, vous vous mettez à égal regard, silence, regard de 21 secondes, puis un câlin de 21 secondes, et là, une nouvelle relation s'établit. Donc, vous voyez que finalement, il y a des modes de vie qui peuvent s'installer, mais on revient à l'essentiel, c'est de savoir, c'est-à-dire qu'à l'instant où on sait, et ce n'est plus jamais comme avant. Et donc, être l'acteur dans le point d'inflexion vers, que ce soit la bonne santé ou sa nouvelle vie dans sa propre vie, donc vivre pleinement sa propre vie, est une décision intrinsèque personnelle. Et c'est pour ça que la bonne santé est sous la responsabilité de la personne elle-même et non pas d'une tutelle, parce que tant qu'il y a la tutelle, il y a un accompagnement qui n'en finit. Voilà. Merci Ilyes. Il est en train de nous parler d'ocytocine, hein, Ilyes, là, et de vasopressine. Enfin bref, je reviens, je t'en renvoie tout ça, Olivier, pour te dire que il y a deux choses à laquelles j'ai pensé là pendant que Ilyes parlait. D'abord, de l'effet des hormones de stress à long terme dans notre corps et à quel point elles peuvent entraîner la maladie.
Et si on a effectivement des hormones qui sont coincées à l'intérieur depuis très longtemps et qui peuvent provoquer la maladie, comme le dit l'OMS, eh bien, on a peut-être des hormones qui permettent de faire l'inverse. Et notamment à travers l'ocytocine et les hormones générées par le cœur lui-même, puisque le cœur libère ses propres hormones. Bref. Et puis, je voulais en venir aussi à l'arbre des séphirotes, parce que je fais des liens un peu de partout. Mais est-ce que c'est bien ce qui symbolise le cœur qui reçoit le plus les chemins entre les différents… je crois qu'il y en Tout a à fait. 8 ou 9. Tout à fait. Oui, oui, oui. C'est lui qui reçoit tous les chemins d'arbres, qui va être l'édification finale de notre temple intérieur, si on le considère comme notre corps comme étant un temple, mais comme étant l'édification finale. C'est-à-dire que le cœur est représentatif de beaucoup de choses dans la cohérence alchimique portée par l'arbre de vie et portée par le caducée. Le cœur d'abord, et pour moi, dans la cohérence alchimique, je parle, est avant tout l'organe représentatif de l'ampleur de nos inconscients. C'est comme si c'était l'archiviste. Il nous dit, voilà le boulot qu'il y a à faire à partir du moment où je rentre dans ce désir introspectif. Et chemin faisant, dans cette introspection, le cœur devient un peu le secrétaire général. Il commence à faire le bilan de tout ce qui se passe partout dans l'arbre. Il commence à choper les informations à droite à gauche de tout ce qu'on a été fouillé, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychiquement, transgénérationnellement, bref. Et à terme, parce qu'on continue cette introspection et qu'on continue ce chemin, le cœur devient l'architecte. C'est-à-dire que là, il retrouve son plein pouvoir qu'il avait perdu, effectivement, comme tu disais, Stéphane, tout à l'heure, avec cette migration, quelque part, je dirais, du foyer d'âme qui normalement est au cœur profond, pour passer plutôt au niveau mental. C'est-à-dire c'est comme si ce centre de gravité d'âme avait migré. Et là, grâce à ce travail-là, le centre va revenir dans son siège originel, qui est le cœur profond, appuyé sur le centre phrénique, parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment cet endroit très précis de la rencontre du cœur posé sur le centre phrénique qui fait le siège de notre âme, qui fait le siège d'ailleurs de la pensée, de la sagesse, de l'intelligence. Les anciens, quand ils parlaient pensée, sagesse, intelligence, c'était phrénique, c'était phrénos. Et donc, on retrouve vraiment là cette notion de cœur profond dont tu parles, mais qui est vraiment un travail pour moi, tu vois. Mais ça n'empêche pas, à chaque instant, de se dire, mon regard part de là, part du cœur. Attention, dans l'alignement que tu parlais aussi au départ, ça va passer par là, mais avec aussi cette cohérence, en tout cas cette connaissance du fait que mon cœur a tout un travail à faire, d'aller chercher les archives, de commencer à réorganiser tout ça, et au final de me réédifier en tant qu'architecte, de me réédifier au regard de mon âme, de mon programme d'âme, de ce qu'on appelle le mandat du ciel. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, Ilyes en a parlé un petit peu de cette incarnation, de ce choix informationnel de venir s'incarner, de vivre ce qu'on a à y vivre. Je reviens rapidement là sur le cœur. La neurocardiologie aujourd'hui met en évidence que le cœur n'est pas dans la dualité. Les neurites sensorielles, 43 000 neurites sensorielles qui sont composées de ce cerveau du cœur, n'est pas dans la dualité. Il est dans l'unité. Contrairement à notre cerveau crânien qui est déjà divisé en deux. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche, qui a chacun leur utilité. On oublie souvent d'ailleurs qu'il y a le corps calleux au milieu, qui sont des ponts, qu'on peut faire des liens entre les deux. Et au contraire, et c'est peut-être là aussi notre capacité à faire communiquer nos deux hémisphères, qui vont nous apporter aussi cette sensation d'unité, cette sensation d'équilibre dont on parlait, d'homéostasie, dont on parlait tout à l'heure. Les gars, on arrive tranquillement à la fin de cette super conversation inspirante au fil de soi. J'avais envie de vous proposer de nous faire un peu un bilan de cette santé intégrative globale. C'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans tous les sujets, c'est vrai, spécifiques, émotionnels, etc. Mais en fait, c'est tellement vaste et c'était ça le choix qu'on a fait aujourd'hui, de rester de manière globale et intégrative plus qu'alternatif. Et ça, je sais que c'est un mot qui est important aussi pour Elias, c'est pour toi aussi, Olivier, qui est transdisciplinaire. On n'est pas en train de se mettre en opposition aux choses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait de nourriture, il y a quelque chose qui m'est venu, comme pour dire, OK, je vais manger de la farine blanche. Qu'est-ce qui va être le plus mauvais pour moi? La peur de manger cette farine blanche et de la manger, ou de la manger sans avoir peur, en considérant que cette farine blanche est la meilleure du monde? C'est une vraie question. Oui. Donc, par exemple, se faire offrir un gâteau
où il y a de la farine blanche et même du sucre blanc raffiné. Alors, Écoutez bien les du amis, lait, ce qu'on est en train de dire, Ilias. et du lait, possible de la maïzena. Et donc, la question qui va se poser, est-ce que je vais refuser pour rester en bonne santé ou je vais la manger en gratitude à l'égard de celui qui va me l'offrir? Ben, c'est ça. Parce que à l'instant où vous allez dire, j'ai le droit de vivre, je vais manger un gâteau, votre subconscient va mettre dans la case vie égale gâteau. Mais si vous dites, je mange ce gâteau pour faire honneur ou par gratitude à l'écart de celui qui m'a accueilli, au niveau du subconscient, il n'y a pas d'addiction ni au sucre ni à la farine. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très, très souple. Et j'aimerais juste rajouter rapidement, pour éviter une des choses essentielles pour éviter de basculer au-delà de la bonne santé, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'épuisement des surrénales, c'est-à-dire rester sur un même thème redondant et vivre en tiroir. C'est-à-dire, par exemple, il y a un moment pour la famille, il y a un moment personnel, il y a un moment pour faire la sieste, il y a un moment pour manger, il y a un moment, il ne faut pas l'oublier, pour aller aux toilettes, hein, c'est important. Et il y a un moment pour dormir, par exemple. Et donc, vous ne pouvez pas être, par exemple, quelqu'un qui est avec son portable partout, ou bien, par exemple, suivre l'actualité et chercher à réagir à l'instant T. Là, il y a un épuisement des surrénales. Et là, sur le long terme, ça peut aboutir à ce qu'on appelle un épuisement de vie à un moment de sa propre vie. Donc, ce qu'on appelle le déficit d'OPA. Et il y a un autre déficit quand l'âme, l'énergie de vie s'estompe, c'est-à-dire que la personne est triste quelque part, mais au-delà de la tristesse, dans la dépression et la mélancolie, elle peut passer ce qu'on appelle par un vide de vie à un moment de sa vie. Et donc, il y a un déficit de la sérotonine. Mais il ne faut pas oublier que la sérotonine elle-même est produite par un acide aminé précurseur qui est le tryptophane. Donc, vous voyez que le tryptophane qui donne la sérotonine, l'hormone de joie et de bonheur, donne le 5-HTP qui est l'hormone de la sérénité, mais donne la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et au-delà de toutes celles-ci, ben, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, ben, permet à cette personne d'être en harmonie. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas, comme on a dit, c'est un tout intégratif et non pas une vision alternative, parce que, je répète et je le dis, au-delà de tout ce qu'on a partagé, nul ne détient la vérité, chacun apporte la sienne, et c'est en partageant des expériences de vie qu'on évolue dans une dynamique d'amélioration de la qualité de vie. C'est ce qu'on appelle actuellement le biohacking, également ce qu'on appelle les sénolytiques dans le cheminement du good aging. Bon, au-delà de cette thématique médicale, c'est le bien-être dans le savoir-être et le savoir-vivre. Et je vous remercie. Merci Iliès. D'ailleurs, tu es en train de spoiler doucement notre prochaine émission qui traitera de la longévité, de la vitalité. On l'a subodoré tout à l'heure quand tu as parlé des télomères, ce qui m'a rappelé les télomérases notamment, et tout ce qui peut animer. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. On fera une émission là-dessus. On a parlé de foi, on a parlé de gratitude, et plus nous entendez de parler de foi, de gratitude, etc., Olivier, bah, on revient finalement vers les traditions qui sont chères à ton cœur, et je sais que pour Ilias c'est pareil, où la foi et la gratitude avaient un espace prépondérant, fondamental, euh, au même titre que, un, l'information, le verbe créateur, deux, l'eau, qui est l'élément fondateur de la vie, entre autres, mais particulièrement l'eau qui transporte cette information, et le cœur. Donc, j'ai envie de te dire, Olivier, du regard des traditions, de cette santé intégrative globale, qu'est-ce que tu pourrais nous offrir pour conclure, qu'on pourrait intégrer finalement dans notre quotidien Bah, 2025? tu viens de le dire. Tu viens de le dire, c'est-à-dire déjà culturellement, d'être dans, et Elias l'a dit, en accueillant ce gâteau raffiné, mais avec de la gratitude, le rendre bon, entre guillemets, en tout cas, faire en sorte que, en fait, il n'aura pas prise sur moi. Mais en fait, c'est ce qu'on faisait au moment des repas. Au moment des repas, il y avait à chaque fois ce mouvement de prière, de gratitude, de bénédiction. Voilà, on bénissait le repas. Mais en fait, c'était déjà cette posture-là qu'on nourrissait. Donc, euh, moi, je pense que ça tient, enfin,
culturellement, encore une fois, il faut restaurer ce rapport au vivant, tant dans la responsabilité que dans l'initiative, que dans le fait d'avoir cette puissance-là aussi, cette liberté-là. En fait, c'est vraiment de retrouver toutes ces notions-là avec cette vision, moi que je dis transdisciplinaire de la réalité, que la réalité se décline à travers différents niveaux de réalité, et avec quelque chose qui est un fil rouge qui le traverse, qui est cette transcendance, qui est liée pour moi à l'information première, mais qui peut être liée au divin, qui peut être liée... Et là, ça fera le pont peut-être vers une nouvelle conversation qui touchera à la place de la conscience, la place du spirituel, transcendant tous ces niveaux de réalité et peut-être sous-tendant la qualité de ces différents niveaux de réalité. Waouh! Bon, bah, avec Ah, ça, les amis, on est parés, on est bien pour cet espace de partage. Effectivement, comme le disait Ilyes, nul ne détient la vérité, chacun a sa propre vérité. Et j'ai tendance à croire qu'il y a peut-être une vérité sous-jacente pour chacun d'entre nous, et tout que à fait. c'est cette espèce de patchwork, ce puzzle où on va enfin pouvoir se tenir les mains les uns les autres et puis comprendre qu'on est des ponts, on a besoin de créer des ponts ensemble pour aller vers quelque chose qui nous permet de mieux vivre ensemble. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait toutes ces émissions. Merci à Ilyes, merci à Olivier. On va se retrouver pour une prochaine émission, notamment sur la longévité et la vitalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis sur la conscience. Et puis, on ira tout doucement vers ce que Ilyes est en train aussi de développer en termes de... ouais, ton focus aujourd'hui, il est sur le cancer, donc sur une maladie bien connue depuis de nombreuses années, et on aura l'occasion d'en parler au fur et à mesure. Voilà, merci les gars, merci de votre Merci à présence, tous les deux. ça a été Merci, un merci. plaisir. Salut, Tout pareil. à bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye.